Salut tout le monde, c'est Antoine. Alors il y a quelques temps déjà, en fait si on est honnête c'est genre il y a vraiment très longtemps, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur mon parcours politique. Parce que celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment savent que ce parcours politique est un petit peu particulier, étant donné que si j'avais pu voter en 2007, j'avais pas encore l'âge mais si j'avais pu voter en 2007, j'aurais voté pour François Bayrou et qu'aujourd'hui je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Du coup je suis passé du libéralisme pro-européen qui trouve que le monde est génial à la position exactement inverse qui dit que le libéralisme détruit la nature et l'écosystème dans lequel on vit, qui dit qu'il faut partager les richesses, qui dit que l'État doit avoir une place plus importante dans l'économie, qui dit que l'Union européenne nous mène à la catastrophe, et ainsi de suite. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo pour expliquer ça, pour expliquer comment je suis passé de François Bayrou à Jean-Luc Mélenchon. D'abord parce que ça peut intéresser celles et ceux qui suivent cette chaîne, qui sont abonnés depuis longtemps et qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et puis aussi et surtout pour expliquer aux gens qui peuvent soutenir à l'heure actuelle Emmanuel Macron et qui est soutenu lui-même par François Bayrou, pourquoi je pense que les solutions qui sont proposées par Emmanuel Macron et François Bayrou aujourd'hui sont des mauvaises solutions et que, à mon avis, il faut y préférer d'autres solutions qui sont celles qui sont proposées par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise et surtout par le programme L'Avenir en commun. Voilà, donc du coup je pense que vous soyez de la France Insoumise ou que vous soyez opposant à la France Insoumise et pro-Macron, etc., eh bien je pense que cette vidéo peut vous intéresser et je vous invite donc à la regarder en entier. On commence sans plus attendre, allez c'est parti. Alors si on veut commencer par le commencement, il faut que je vous parle de l'orientation politique qui était celle de mes parents, puisque vous n'êtes pas sans savoir que souvent la politisation de vos parents mène à des choix politiques qui sont assez souvent semblables, similaires. Et ben moi j'avais de la chance parce que dans ma famille, ma mère était de droite, était pro-UMP et mon père était de gauche et pro, bon ça variait, mais plutôt pour Europe Écologie Les Verts, donc avec un souci important pour l'écologie. Qu'il s'agisse de l'un ou l'autre, ils ont toujours été opposés à l'extrême droite et en particulier ma mère, puisque son père avait été prisonnier de guerre des nazis pendant 5 ans. Et donc eh bien, elle a toujours gardé en tête cela et elle m'en a parlé et m'a alerté sur ce que pouvait faire l'extrême droite quand elle arrivait au pouvoir. Mais du coup, dans ma famille, c'était intéressant au moment des élections parce qu'il y avait en gros les deux points de vue qui se confrontaient et j'ai toujours appris des discussions entre mes parents au niveau politique. Ils n'étaient pas d'accord, mais du coup c'était intéressant parce que j'avais les deux points de vue et je pouvais me faire ma propre opinion. Alors ma première grande expérience politique, en fait, ça a été le traité constitutionnel de 2005. En fait, en 2005, j'étais très pro-européen et très favorable à l'Union européenne telle qu'elle était à ce moment-là. C'est vous dire si je reviens de loin. Du coup, logiquement, moi, au début, j'étais favorable à ce traité constitutionnel européen et je trouvais qu'il était bien, que c'était bien que l'Union européenne se dote d'une constitution parce que d'un point de vue philosophique, je considérais que c'était important qu'il y ait un texte qui régisse l'organisation des pouvoirs dans l'Union européenne, les droits des citoyens, etc., etc. Et puis, il y a eu un débat national dans le cadre du référendum sur ce traité constitutionnel européen et au final, eh bien, j'ai fini par changer d'avis. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce que à la fois j'étais favorable à ce qu'il y ait une constitution européenne, mais au final, dans la discussion, eh bien, j'ai fini par complètement changer de position sur ce point-là. Alors pourquoi ? Eh bien, assez simplement parce que ce traité constitutionnel européen, il avait un défaut majeur, c'est qu'il constitutionnalisait le libéralisme. C'est-à-dire qu'il proposait qu'il n'y ait qu'une seule politique qui soit admise dans l'Union européenne et qui était le libéralisme. Or moi, j'étais libéral à ce moment-là et j'étais plutôt favorable au libéralisme, mais j'étais opposé au fait qu'on ne puisse pas choisir démocratiquement autre chose que le libéralisme. Donc j'avais à la fois un accord sur le fond du texte, c'est-à-dire un accord pro-libéral en réalité, mais en même temps une opposition au fait qu'il ne puisse plus y avoir de choix démocratique contre le libéralisme, même si les peuples en décidaient autrement. Et on voit bien comment c'était une position qui était juste, puisque aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Claude Juncker peut déclarer « il n'y a pas de position démocratique en dehors des traités européens ». Donc on voit bien que la tendance autoritaire de l'Union européenne, qui s'est depuis encore plus affirmée, était déjà contenue dans ce traité qui, au final, a fini par être adopté par Nicolas Sarkozy 2 ans plus tard. Mais voilà, en gros, mon premier grand souvenir de la vie politique de notre pays, c'est celui-ci. Et dans le débat, eh bien, j'ai fini par changer d'avis. Ma deuxième grosse expérience de la vie politique du pays, c'est du coup l'élection présidentielle qui a suivi en 2007. Et bien dans cette élection présidentielle, moi j'étais favorable
à la candidature de François Bayrou. Comme quoi vraiment je reviens de loin. Alors il y avait plusieurs points qui m'intéressaient chez François Bayrou. Le premier était sans doute qu'il parlait beaucoup d'écologie. Il avait fait à l'époque un bus au colza. Alors je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes d'entre vous, mais ça doit parler aux plus anciens et à ceux qui ont au minimum mon âge. Il avait fait ce bus pour alerter sur l'importance de changer, de sortir des énergies uniquement fossiles et de faire des nouvelles énergies. Alors évidemment aujourd'hui on en est revenu du fait de faire passer en gros de la bouffe dans des voitures, de transformer de la bouffe dans des voitures quand il y a des gens qui ont faim dans le monde, mais à ce moment-là du développement intellectuel et politique et écologique dans lequel j'étais, je trouvais ça intéressant. Une autre chose qui m'intéressait, c'était qu'il voulait changer la constitution et faire une constitution, alors lui il présentait ça comme plus clair, c'était une constitution qui soit clairement présidentielle, si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas il voulait qu'on passe à une 6e république et il proposait déjà qu'il y ait un changement de constitution pour que les citoyens puissent se réapproprier en particulier leurs institutions et pour que ça s'éclaircisse au niveau institutionnel. Une autre chose qu'il disait qui me plaisait bien, et là c'est sans doute une des choses qu'a le plus repris Emmanuel Macron dans son quinquennat, c'est qu'il disait vouloir faire travailler ensemble les gens de droite et les gens de gauche, les gens du PS et les gens de l'UMP, en prenant en gros ceux qui étaient bons, ceux qui étaient honnêtes selon lui, pour faire la politique la plus utile pour notre pays. Donc c'est exactement ce qu'a fait Macron plusieurs années plus tard, et vous voyez le résultat. Quand on prend les gens des deux bords, en fait ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas la politique des deux bords, on fait la politique de la droite. Donc évidemment ce genre de proposition très sympathique, j'en suis revenu, mais en fait ce que proposait Bayrou à cette époque-là, c'est ce qu'a fait maintenant Macron, c'est-à-dire une clarification du paysage politique. Puisque comme le PS était devenu un outil à faire au final la politique de la droite et que l'UMP était déjà l'outil politique de la droite, eh bien autant faire travailler les gens ensemble sur des politiques libérales, pro-européennes, etc., 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 puisque de toute façon comme il proposait à peu près la même chose, autant y aller jusqu'au bout. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon est au final sorti du PS un an plus tard et a décidé de faire ce qu'il a fait ensuite, c'est-à-dire construire un mouvement d'ampleur dans notre pays, capable de gouverner le pays, et qui soit sur des bases sociales, écologistes, démocratiques, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et la dernière chose qui me plaisait chez François Bayrou, là ça va vous paraître vraiment très bizarre, mais c'était son style. Parce que il m'avait marqué à l'occasion d'une émission sur TF1, aux 20h de TF1, où il avait renvoyé Claire Chazal dans ses cordes sur le rôle des médias dans notre pays. Et j'avais trouvé ça super bien, la manière dont il avait parlé du rôle des médias, la manière dont il avait mis Claire Chazal en fait, face à ses responsabilités de personnes qui parlent à des millions de personnes et qui défend une certaine ligne politique, qui défend un certain ordre établi. Alors évidemment, François Bayrou en fait partie de cet ordre établi, mais il avait à ce moment-là présenté les choses d'une manière qui était vraiment, je ne sais pas comment dire, mais combative, quoi. Et ça m'avait vraiment plu, cet aspect-là de sa présentation, de sa personnalité et de la manière dont il avait, surtout sur le fond, parlé du rôle néfaste des médias dans notre pays. Est-ce que vous n'allez pas vous couper de cette majorité élargie, j'allais dire donc par exemple à l'UMP, en critiquant, comme vous l'avez fait aujourd'hui, assez violemment, Nicolas Sarkozy? Je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne, avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Ça n'empêche Eh bien, pas. je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié ne signifie pas forcément une prise de position ou des concessions sur l'idéologie et les idées politiques. Je comprends très bien, Claire Chazal, que vous défendiez cette thèse précisément sur votre antenne. Je ne défends aucune thèse en particulier. Mais je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec les... Voilà un peu, en gros, ce que je pensais à l'époque. J'avais quand même une petite pente déjà bien marquée, puisqu'il y avait quand même une chose, et que évidemment François Bayrou ne proposait pas, mais que j'avais déjà en tête,
qui était, comment dire, le rôle de l'État dans l'économie de notre pays. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré que dans tout un tas de domaines, et même quand je me considérais comme libéral et que j'aurais voté Bayrou si j'avais pu le faire, eh ben, j'ai toujours considéré que l'État devait avoir un rôle dans l'économie et que des entreprises gérées par l'État étaient nécessairement plus utiles à la société et plus efficaces dans la production parce que ces entreprises enlèvent plusieurs choses qui existent dans les entreprises privées et notamment le fait de devoir rémunérer les actionnaires, de devoir générer du profit à des taux, enfin à des niveaux qui sont vraiment élevés juste pour pouvoir gaver d'argent les actionnaires et faire de la publicité par exemple. Donc tous ces éléments-là me faisaient penser que quand une entreprise est gérée par le public, comme vous enlevez toute une partie de ce qui doit être le cash qu'on génère pour les actionnaires, pour la publicité, etc., et bien cet argent-là, vous pouviez le remettre ailleurs, que ce soit dans l'investissement ou que ce soit dans l'augmentation des salaires, ce qui avait un effet vertueux. Donc du coup, bon, j'étais bayrouiste, mais j'avais quand même une pente bien marquée sur la place de l'État, sur le rôle des nationalisations et en particulier dans tout un tas de domaines comme la banque, le gaz, l'énergie, les médicaments, etc., etc. Bref, tout un tas de secteurs qui sont vraiment indispensables pour la vie quotidienne et qui, à l'heure actuelle, sont gérés par des gens qui génèrent du profit dessus, en gros sur notre dos, pour se faire beaucoup d'argent sans que nous on ait quoi que ce soit à dire, sans que nous on ait notre mot à dire et sans que ça soit productif pour l'ensemble de l'économie. Donc je résume, bayrouiste, mais quand même cette petite tendance assez marquée. Alors évidemment, vous le savez, c'est pas François Bayrou qui a gagné l'élection, mais Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a été la personne qui a achevé de me convaincre qu'il fallait faire exactement l'inverse de ce que lui proposait. En fait, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées en même temps dans une période de temps assez restreinte et qui m'ont amené à complètement changer d'avis sur ce qu'il fallait faire en matière économique et en matière politique dans notre pays. Le premier élément, ça a été le traité de Lisbonne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais finalement contre le traité constitutionnel européen, mais d'une manière générale, que j'eusse été pour ou contre, eh bien je considère que quand le peuple a pris une décision, il ne faut pas revenir sur la décision du peuple et couper le machin, le remettre dans le désordre, recoller les morceaux pour faire exactement ce que les gens ont rejeté sans leur demander leur avis. Donc ça a été un premier élément qui m'a énormément choqué, qui était que finalement on pouvait dans notre pays faire passer des textes, des traités internationaux, sans que le peuple ait son mot à dire, et surtout, alors même que le peuple a donné son avis et s'est opposé à un texte international. Donc ça a été un élément très fondateur du fait que j'ai considéré à partir de ce moment-là, de manière vraiment définitive, que la Ve République était un système qu'il fallait mettre en l'air et remplacé par un système démocratique, réellement démocratique, dans lequel les citoyens auraient la capacité de faire respecter les décisions qu'ils ont prises par référendum. Mais surtout, l'élément fondateur de mon changement de position politique, ça a été la crise économique de 2007, 2008, 2009, et dans laquelle en réalité on est toujours à l'heure actuelle. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu cette période-là, j'explique rapidement ce qu'est la crise des subprimes. En réalité il s'est passé une chose, c'est qu'aux États-Unis, les banques ont lancé ce qu'ils appelaient des crédits à taux variable pour les gens les plus pauvres qui ne pouvaient pas emprunter. En fait, comme les taux d'intérêt étaient très bas, les banques ont mis en circulation des prêts à taux très bas pour les gens, mais avec une condition, c'était que si jamais la Banque centrale américaine remontait les taux directeurs, eh bien les taux auxquels les gens avaient emprunté remonteraient également et du coup renchériraient le coût du crédit. Donc on a permis à des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens d'emprunter, ce qui peut paraître extrêmement positif à ce niveau-là, pour acheter la plupart du temps des biens immobiliers. Donc les gens ont acheté des biens immobiliers à partir d'emprunts qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Les banques, qui sont des grosses malines, ont décidé de titriser les prêts qu'elles avaient faits. C'est-à-dire elles ont transformé les prêts en titres qu'elles ont collés avec d'autres choses, qu'elles ont mis sur les marchés financiers et qu'elles ont vendus. C'est-à-dire que du coup les prêts des ménages sont arrivés sur les marchés financiers, ont été vendus comme des produits financiers, avec des taux évidemment de rendement qui étaient présentés comme très attractifs et très intéressants. Et du coup, ces crédits immobiliers sont partis ailleurs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, certains sont encore en train de chercher exactement où sont ces titres pourris, en fait. On appelait ça ensuite les titres pourris. Alors ensuite, il s'est passé deux choses concomitantes, mais la principale, ça a été que la Banque centrale américaine a remonté ses taux directeurs, donc a renchéri le coût du crédit pour les gens, et a permis
pour les gens qui avaient emprunté. Du coup, les gens n'ont pas réussi à payer leur retraite, leur mois, leur loyer à la banque, et ont dû, la plupart du temps, vendre leur maison. Du coup, la vente de leur maison a provoqué une crise immobilière, puisque d'un seul coup, les gens vendaient en masse les maisons, donc les gens ne pouvaient plus vendre les maisons au prix auquel il était gagé pour le prêt, donc ils ne pouvaient même plus rembourser leurs prêts, et on s'est retrouvé avec des gens qui étaient surendettés, incapables de rembourser leurs dettes, et pour beaucoup des gens aussi qui se sont suicidés, pour dire les choses très clairement et très concrètement. Mais c'est pas tout, parce que comme ces dettes avaient été titrisées, que les gens n'arrivaient plus à la rembourser, eh bien la crise s'est propagée à l'ensemble du reste du monde, des gens qui avaient acheté des titres pourris de ce genre-là, du genre la BNP, la Société Générale, bref, il s'est produit une crise bancaire mondiale sur la base de cette petite manipulation financière qui a eu des conséquences finalement, vous voyez, désastreuses. La banque Lehman Brothers a fait faillite dans le cadre de cette crise des subprimes, mais les autres banques ont été sauvées, c'est-à-dire que les pouvoirs publics se sont mis à investir massivement dans les banques, à mettre beaucoup d'argent, à prêter beaucoup d'argent aux banques pour qu'elles puissent éponger leurs titres pourris de dette et se sortir de la crise financière dans laquelle elles étaient entrées. Donc là déjà il se passait quelque chose de particulier parce que les banques avaient provoqué une crise, elles étaient donc responsables de cette crise, mais les États venaient à la rescousse pour sauver les banques parce que évidemment si toutes les banques du monde s'effondraient en même temps, ça aurait été extrêmement néfaste pour l'économie. Mais donc les États sont venus au secours des banques en leur prêtant de l'argent. Et cet argent, c'est notre argent à nous. Cette crise, elle a évidemment provoqué beaucoup de chômage, beaucoup d'augmentation de la dépense publique avec les aides sociales. Et là, il s'est produit un truc absolument dégueulasse, qui est que, comme la dépense publique avait augmenté pour éponger la crise provoquée par les banques, eh bien les banques se sont mises à spéculer contre la dette des États. Et là, vraiment, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tournait mal, parce qu'elles provoquent une crise. Les États les sauvent de la crise. Les États augmentent la dépense publique à cause de la crise qu'elles ont provoquée et ensuite les banques se mettent à spéculer contre la dette des États qui les ont sauvés. Et là vraiment, je me suis dit ça tourne pas rond, il y a vraiment un problème dans le monde et en fait on ne vit pas dans une démocratie puisque les banques décident de la politique des États parce que c'est pas fini. Comme les banques se sont mises à spéculer contre la dette des États, eh bien les États qui avaient donc du coup devaient emprunter à plus cher se sont mis à réduire la dépense publique alors même qu'il y avait besoin de dépenses publiques à ce moment-là pour sortir de la crise. C'est-à-dire qu'au final, les banques sont arrivées par la crise qu'elles ont provoquée à, en bout de chaîne, réduire la dépense publique. Et la quintessence de ça, ça a été la décision de Nicolas Sarkozy de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Et en fait, ça, c'est vraiment le moment où j'ai complètement changé d'avis politiquement parce que le fait que les banques aient pu imposer aux États des décisions. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy faisait partie des gens qui étaient d'accord pour mener cette politique-là et du coup ça lui faisait une bonne excuse quelque part pour faire passer des actes politiques qui allaient dans le sens de ce qu'il voulait, c'est-à-dire comme on vit plus vieux, eh bien il faut partir à la retraite plus tard. Alors que précisément si on vit plus vieux, c'est aussi parce qu'on part à la retraite et qu'on ne s'use pas toute la vie au travail. Mais du coup là vraiment ça a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que je considérais que les banques étaient responsables mais que c'était pas aux citoyens d'avoir à payer pour les banques, quoi, pour les fautes commises par les banques. Et à Poitiers où j'étais, où je faisais mes études, il y a eu un très très gros mouvement étudiant et social contre la réforme des retraites. Et moi je me suis inscrit dans ce mouvement social, c'était à la fin de l'année 2010 en gros, et moi je me suis inscrit dans ce mouvement social, j'étais convaincu par les idées qui y étaient défendues, et je me suis vraiment politisé profondément à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Jean-Luc Mélenchon. Moi je le connaissais pas, j'en avais pas entendu parler, je savais pas qui il était, et j'ai entendu parler de son livre Qu'ils s'en aillent tous, que j'ai lu, et qui m'a complètement convaincu, c'est-à-dire que, complètement, si je suis parfaitement honnête, quand j'ai gardé mon livre Qu'ils s'en aillent tous, et il y avait des endroits où moi j'annote beaucoup mes livres, j'écris sur mes livres, et il y avait beaucoup de oui, bravo, très bien, super, génial, etc. Et quand je l'ai relu, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits trucs sur lesquels j'avais mis ah bon, à vérifier, etc. Où en fait je me suis rendu compte après coup, en revérifiant, en re-regardant maintenant le livre, qu'il avait raison, quoi. Donc, mais en tout cas, c'est ce livre-là qui m'a fait vraiment changer d'avis. Alors c'est un ensemble d'éléments, il y a eu donc la réforme des retraites, la crise des subprimes, etc. Mais c'est ce livre-là
qui m'a fait connaître Jean-Luc Mélenchon, qui m'a fait m'y intéresser, et où ensuite je me suis mis à regarder les vidéos de ses discours, ses interventions à la télé, etc., ses interviews, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais d'accord. Donc j'ai du coup pris ma carte au parti de gauche en 2011, en janvier 2011, et ensuite je me suis mis à militer à Poitiers, où je me souviens plus ce que j'ai fait, mais je me souviens avoir milité à Poitiers, et puis après surtout à la Sorbonne, où j'ai fait mes études ensuite à Paris, où là j'ai créé un cercle front de gauche de la Sorbonne, avec quelques amis et camarades qui sont toujours des amis et camarades. David, si tu me vois, je te fais un petit coucou. Mais voilà, ça a été là le moment où non seulement je me suis beaucoup plus politisé, parce que moi j'avais très peu de connaissances sur la vie politique de notre pays, sur l'histoire du socialisme, du communisme, de tout ça. C'était des choses qui m'étaient très étrangères et qui, à vrai dire, m'avaient jamais trop intéressé. Et donc je me suis beaucoup formé dans cette période-là, et aussi je me suis formé d'un point de vue militant, parce que c'est le moment où, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à distribuer des tracts, animer des réunions, coller des affiches, etc., etc. Donc ça a été un grand moment de formation politique pour moi, que l'année en gros 2011-2012, où il y avait en plus la campagne présidentielle, et où Jean-Luc Mélenchon étant candidat, il prenait une ampleur qu'il n'avait pas juste avant, et qui d'un seul coup laissait penser que peut-être un jour on pourrait gouverner ce pays sur la base des idées qu'il portait déjà à l'époque, parce que c'est les idées qu'il porte maintenant. Il a un avantage, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est très stable dans le temps. Il porte des idées à un moment donné et il continue à les porter dans le futur, en rajoutant à chaque fois les choses nouvelles qui sont auxquelles on n'avait pas pensé et auxquelles on pense. Je pense par exemple très concrètement à la question de la souffrance animale, ou soit en ajoutant ce que les autres ont fait, comme par exemple la loi El Khomri, les lois Macron, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui en général on supprime, on dit vouloir supprimer, parce que les autres continuent à rajouter des choses. Bref, alors cette année 2011-2012, ça a été vraiment celle où je me suis politisé, formé, etc., etc. Et puis j'ai même eu la chance de rencontrer Jean-Luc Mélenchon au cours de l'année, je me souviens plus si c'était en 2011 ou en 2012. Alors je pense que lui ne s'en souvient pas, moi je m'en souviens. J'étais un peu tremblant, parce que ça, c'est très impressionnant de rencontrer quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon quand vous l'avez jamais vu et que vous ne le connaissez pas. Et c'était à l'occasion de la présentation du scénario Négawatt. Ça avait été fait, je crois, à l'ENS, si mes souvenirs sont bons. Et on avait discuté 2 minutes, quoi. Et il m'avait dit quelque chose comme: c'est bien les jeunes, faites campagne pour la présidentielle, puisqu'on lui avait dit rapidement qu'on avait organisé un cercle front de gauche à l'époque de la Sorbonne, et que on voulait l'inviter pour qu'il vienne, etc., etc. Il avait dit en gros: ok, si jamais vous arrivez à faire un truc. Finalement, on n'a pas réussi à faire un truc, mais en tout cas, on l'avait vu à cette occasion-là. Bref, voilà en gros comment j'ai changé d'avis, comment je suis passé de Bayrou à Mélenchon, et c'était ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors après, je peux vous faire la suite, mais en gros, j'ai continué à militer. Il s'est trouvé que ensuite, il m'a été proposé de travailler avec Jean-Luc Mélenchon, et évidemment, j'ai accepté, parce que c'est une chance de pouvoir faire ça et de pouvoir travailler avec lui. Donc voilà, après, disons, ma formation politique s'est complétée au cours des années, et beaucoup évidemment à son contact, et au contact des gens qui travaillent avec lui et qui m'ont vraiment beaucoup appris tout au long de ces années. Mais voilà en gros pour la partie changement d'avis politique, la partie où vraiment je suis passé pour le dire très concrètement, de Bayrou à Mélenchon. Ça a été cette période de la crise des subprimes, cette période où en fait je me suis rendu compte que le monde tournait pas vraiment rond, que c'était pas vraiment les citoyens qui gouvernaient, c'était pas vraiment les citoyens qui avaient le pouvoir, mais c'était les puissances économiques, et en particulier les puissances bancaires, qui arrivaient à aller jusqu'à imposer aux États de prendre des décisions en spéculant contre leurs dettes. Alors évidemment, la transition entre Bayrou et Mélenchon peut sembler pas si évidente que ça, mais si on regarde bien, Mélenchon, il propose la 6ème République, il propose que les citoyens récupèrent le contrôle sur leurs institutions. Il parle évidemment énormément d'écologie, puisque c'est le seul à proposer qu'on mette en place la règle verte, c'est-à-dire de mettre dans la Constitution le fait qu'on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Donc ça, c'est le seul à le proposer. C'est le seul à proposer une solution pour le faire avec la planification écologique, c'est-à-dire là, l'État prend son rôle de planificateur, comme il le faisait sous De Gaulle en fait, et met en place vraiment les moyens pour sortir par exemple du nucléaire, des énergies carbonées, mettre en place le 100% renouvelable, etc., etc. Et ça implique que l'État
s'inscrivent comme un acteur de la vie économique de notre pays. Donc il y a ça. Et puis il y avait évidemment la question qui était finalement devenue centrale pour moi, qui était celle du partage des richesses. Puisque la chose qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait que des gens très riches, des gens qui avaient beaucoup de puissance économique, eh bien, demandaient au final à des gens normaux, des gens lambda, je ne veux pas dire, c'est pas des gens pauvres, mais c'est les gens du quotidien, de renoncer à un droit acquis qui était celui du droit à partir à la retraite à 60 ans. Donc voilà, il y a eu tous ces éléments-là qui ont joué en même temps et qui font qu'aujourd'hui, je suis profondément convaincu du fait que je porte les idées qui sont les plus positives pour notre pays, qui permettraient le plus que les gens vivent mieux, vivent tout court, parce que si on continue comme on fait, évidemment, on va finir par détruire la planète. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand Nicolas Hulot a démissionné, je pense à ça au passage, mais quand Nicolas Hulot a démissionné, il a dit un truc très intéressant, il a dit que le libéralisme n'était pas compatible avec l'écologie. Donc je pense que maintenant on a assez d'éléments pour savoir qu'on ne peut pas être libéral et écolo. C'est pas possible. Pour une raison simple, c'est parce que quand vous êtes libéral, vous pensez qu'il faut que les marchandises soient transportées partout à travers le monde sans qu'il y ait de barrières, sans qu'il y ait de douane, parce que la libre circulation des marchandises, des biens, des personnes, etc., va faire que dans l'équilibre, le marché va trouver sa position parfaite grâce à la main invisible du marché. Bref, mais en tout cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et compte tenu des connaissances qu'on a acquises, on sait maintenant qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas transporter les matériaux d'un bout à l'autre de la planète, qu'il faut essayer de produire localement les choses dont on a besoin localement. Il y a une cohérence dans le fait d'être écolo et antilibéral. Il y a une cohérence profonde dans ce fait-là. Bref, je vous embête pas plus longtemps, je ne vais pas revenir sur la politique actuelle parce que j'aurai évidemment des milliards de choses à vous dire. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ça, vous dire comment je suis passé d'un côté à un autre et peut-être vous donner des éléments pour suivre la même direction que moi, puisque c'est une position de raison, une position logique. Voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. J'ai juste un dernier truc à vous dire et à vous demander en fait, notamment aux insoumises et aux insoumis qui regarderaient cette vidéo, qui l'auraient regardée jusqu'ici, c'est de me dire dans les commentaires de cette vidéo comment vous êtes devenus insoumis. Parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de gens en fait qui avaient un parcours similaire au mien, c'est-à-dire des gens qui viennent pas de ce qu'on appelle la gauche, qui viennent pas de ce côté-là de l'échiquier politique, qui viennent de l'opposé. Et j'ai croisé pas mal de gens dans la vie, en militant, en me déplaçant, qui m'ont dit moi j'ai voté Sarkozy mais maintenant je suis pour vous, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient voté Le Pen et qui maintenant sont pour nous, des gens qui avaient voté Bayrou. Alors des gens qui avaient voté Bayrou, j'en ai vu beaucoup, donc je pense qu'on va pouvoir créer un petit club des anciens bayrouistes qui sont désormais des insoumis. Et il y a aussi des gens qui me disaient je suis abstentionniste et j'ai voté Mélenchon à la présidentielle. Mais du coup moi ce que j'aimerais savoir c'est quel est l'élément déclencheur qui vous a fait changer d'avis. Parce que moi je vous l'ai expliqué, c'est la crise des subprimes, c'est la réforme des retraites, c'est le traité de Lisbonne. C'est tous ces éléments-là ensemble et concentrés dans une petite période de temps qu'on fait que j'ai changé d'avis. Mais souvent il y a un élément déclencheur qui fait que les gens ont changé d'avis. Et j'aimerais bien, si vous avez 5 minutes pour l'expliquer, essayez de faire plus court que moi parce que moi c'est un peu long, mais j'aimerais bien que vous me le mettiez dans les commentaires de cette vidéo pour qu'on puisse voir aussi toute la diversité, toute la richesse du mouvement La France Insoumise et tous les horizons desquels viennent les gens qui aujourd'hui partagent un objectif commun qui est la mise en place de l'avenir en commun. Voilà, je vous laisse. Je suis bien content d'avoir enfin réussi à trouver le temps de faire cette vidéo. Comme toujours, si ça vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces bleus et à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir des notifications. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!